Thème 3, la recherche d'un équilibre sur le marché, chapitre 1. Alors dans ce chapitre, on se focalise sur l'organisation de la recherche ou de la schématisation mathématique d'une part et puis sur la réalisation graphique d'autre part de la recherche de l'équilibre. Dans les thèmes précédents, on a vu le producteur tout seul, le consommateur tout seul. Maintenant, il va falloir les faire apparaître tous les deux dans la recherche d'un équilibre général. Le cours saucissonne différentes approches. La première, on va en fait considérer une économie un peu particulière dans le sens où il n'y aura pas de producteur. Donc on va être dans la logique de la recherche d'un équilibre général, mais uniquement avec des consommateurs. Donc on verra un certain nombre de concepts, notamment les surplus, consommateurs et producteurs, mais ensuite on se focalisera sur l'approche du consommateur. Une fois qu'on aura fait ça, dans les chapitres suivants, on intégrera le producteur. Alors qu'est-ce qui incite un consommateur à consommer? Eh bien, c'est le ressenti d'une bonne affaire, l'impression que le prix qu'il va payer est inférieur au prix que lui, il serait prêt à mettre. Si vous repensez à vos actes d'achat personnels, à quel moment est-ce que vous achetez? Eh bien, lorsque vous avez l'impression que le prix est acceptable. Et quand est-ce que vous n'achetez pas? Lorsque vous avez l'impression que le prix n'est pas acceptable. Comment transcrire cette impression dans des graphes et ensuite dans des calculs? C'est ce qu'on voit ici dans ce premier graphique. Alors dans ce premier graphique, qu'est-ce qu'on a? On a un graphe sur prix-quantité, enfin prix et quantité qui sont ici de manière très classique. On nous donne une première information, c'est le prix. On se rappelle qu'on est en concurrence pure et parfaite, l'individu est price taker, le prix est déterminé sur le marché, c'est une information qui est prise par le consommateur. Le consommateur, lui, intrinsèquement, ce qu'il connaît, c'est sa fonction de demande. Et sa fonction de demande, c'est le trait bleu ici. Autrement dit, je vous renvoie au chapitre sur l'étude du consommateur, mais on sait que plus le prix est élevé, plus les quantités demandées par les gens vont être faibles, plus le prix est faible, donc ici si on est bas sur cet axe-là, plus au contraire les quantités demandées par les individus vont être importantes. Donc il est tout à fait normal que la fonction de demande soit décroissante du prix. Quand le prix est élevé, les quantités demandées sont faibles. Quand le prix est faible, les quantités demandées sont élevées. On a donc ici une droite, donc l'information prix, elle est vraie pour toute quantité consommée par l'individu, puisque c'est une information prise du marché, donc c'est une constante. Donc on a un niveau de prix, et on a une fonction de demande qui, elle, est décroissante. Forcément, à un moment, elles sont séquentes, elles se coupent. Et en fait, l'équilibre pour le consommateur va être à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va déduire de cet équilibre? Eh bien, la quantité que l'individu est prêt à consommer. Donc on a une fonction de demande, on prend l'information prix, on obtient le trait rouge, et le point de rencontre entre la fonction de demande et le prix de marché permet de déduire la quantité. Donc à 30 000, à un prix de 30 000, cet individu-là souhaite consommer 40 000 unités du bien considéré. Donc voilà comment il faut lire le graphique. Maintenant, ce graphique nous donne aussi une information intéressante, c'est ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Donc le surplus, c'est l'écart entre le prix que l'individu était prêt à payer et le prix qu'il va effectivement payer. Si on part du point qu'on vient d'évoquer, celui-ci, il y a égalité entre le prix qui va être payé et le prix que l'individu est prêt à payer, qui est symbolisé par le trait bleu. Par contre, si on se décale sur la gauche, ça n'est plus vrai. Il n'y a plus égalité entre ces deux chiffres. Prenons l'extrême, ici et ici, on a deux valeurs chiffrées. Le prix du marché est toujours à 30 000. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que lorsque le prix est à 50 000, mon individu il est quand même prêt à acheter une certaine quantité. Donc, si l'individu ici achète cette quantité-là à 30 000, qui est le prix du marché, au lieu de l'acheter à 50 000, qui est le prix qu'il était prêt à payer, eh bien, il fait une sorte d'économie de 20 000. Donc, on voit que c'est ça qui va mesurer l'impression bonne affaire. Là, l'individu va être incité à acheter à 30 000 une quantité qui serait par ici, par exemple, parce que lui, il était prêt à mettre, alors on est un petit peu en dessous de 50 000, mais il était prêt à mettre 49 500 € par exemple pour acheter le produit, mais en fait, ça n'est facturé que 30 000. Donc il a tout ce montant-là qui correspond à une sensation de bonne affaire. On ne va pas parler de bonne affaire en économie, on va parler de surplus. Donc ici, il y a un surplus qui est la différence entre le prix effectivement payé, qui est le prix du marché,
et le prix que l'individu était prêt à mettre, qui est le prix qui va être déterminé par le trait bleu qui est ici. Ce prix ici de 50 000, il est particulier puisqu'en fait c'est le maximum que l'individu est prêt à payer pour avoir des quantités de ce bien-là. Si jamais on a un prix qui est ici au-dessus, eh bien l'individu refusera d'acheter. Donc ça porte un nom, ça s'appelle la disposition marginale à payer. En fait, c'est le prix max, c'est le prix maximum que l'individu est prêt à dépenser pour acheter une unité du bien considéré. Et donc ça s'appelle la disposition marginale à payer. Le surplus, c'est donc l'écart entre la disposition marginale à payer et le prix demandé par le marché. Donc ça, c'est vrai pour une quantité donnée. Donc là, on a des quantités qui tendent vers 0, mais on voit qu'on peut faire le même raisonnement pour ce niveau de quantité, ce niveau de quantité, ce niveau de quantité, etc. Vous avez vu qu'en fait, si je trace une infinité d'horizontales, excusez-moi, une infinité de verticales ici, pour mesurer l'écart entre le trait bleu et le trait rouge, et bien au final, j'aurais colorié toute la forme A. Et donc en fait, ce qu'on appelle le surplus du consommateur, c'est le triangle qui est représenté ici en A. Pour le calculer, c'est assez simple, je vous renvoie vers le cours, c'est la moitié d'un rectangle, le rectangle étant ici. Donc la formule, c'est les quantités ici, qui nous donnent la longueur du rectangle, multiplié par la hauteur qui est ici, c'est l'écart entre la disposition marginale à payer et le prix du marché. Ça va nous donner la surface de ce grand rectangle qui est ici. On n'en veut que la moitié, donc on divisera par 2. Une autre méthode de calcul est présentée dans le cours. Elle est calculée à partir d'une intégrale. Si ici on a une droite, on peut réfléchir avec un triangle, c'est simple. Si on n'a pas une droite, si on a une courbe, il faut faire une intégrale. L'intégrale nous donnera la surface de tout ce qui est en dessous de la courbe, autrement dit cette forme constituée des formes A et B. Et ensuite, on enlèvera au résultat de cette intégrale le rectangle B. Lui, on saura toujours le calculer, puisque lui, c'est la différence entre 0 et le prix du marché, multiplié par les quantités d'équilibre. Donc la surface de B, on saura toujours le calculer. Donc, soit on fait la formule pour trouver le triangle, soit il faut calculer tout l'espace qui est ici en dessous du trait bleu par une intégrale auquel on va enlever la surface du rectangle. Pour le producteur, on a un schéma qui ressemble beaucoup. On a toujours le prix donné par le marché, c'est le même que dans le cas précédent. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus la fonction de demande qu'on va utiliser, c'est la fonction d'offre. Donc la fonction d'offre, elle est croissante du prix. Plus le prix est élevé, plus les producteurs sont prêts à vendre des quantités importantes. Donc on a par exemple le trait bleu. Dans mon exemple, je prends une fonction d'offre qui ne part pas de 0, elle part de 10 000. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint le prix de 10 000, le producteur estime que ce n'est pas assez cher et qu'il n'est pas capable de couvrir ses coûts, donc il ne fabrique pas. À partir d'un prix de marché égal à 10 000, eh bien, il commence à offrir des quantités vendues et donc on a cette courbe d'offre qui apparaît. Le prix du marché, c'est toujours 30 000 et donc on a donc une fonction qui est croissante, on a ici un trait qui est horizontal, une constante, et il y a un moment où ça va se couper et ça va se couper ici à l'équilibre. Cet équilibre nous dit quoi? Cet équilibre nous dit qu'au prix de 30 000, le producteur ici est prêt à fournir 40 000 unités. Si vous mettez les deux schémas l'un au-dessus de l'autre, vous voyez que j'ai pris évidemment le même équilibre pour que ce soit cohérent. On a un marché dans lequel le prix d'équilibre pour le consommateur et le producteur à 30 000 € va être 40 000 unités. Donc le surplus du producteur, c'est quoi? Alors, c'est cette sensation qu'un producteur va avoir de faire une bonne affaire. Alors, qu'est-ce qu'une bonne affaire pour un producteur? C'est de vendre plus cher que ce qu'il avait prévu de vendre. Si vous prenez la fonction d'offre, en fait, pour cette quantité-là, le producteur, il est prêt à accepter le prix qui est là. Je ne sais pas, peut-être 15 000 € avec l'échelle qu'on a sur notre graphique. Donc, il est prêt à vendre à 15 000 €, sauf que le prix du marché, ça serait 30 000. Donc, en fait, ici, il y a une sorte de bonne affaire. Il va vendre 30 000, quelque chose qu'il était prêt, lui, à vendre dès 15 000 € par exemple. Donc ici, la différence entre le prix qui est calculé et acceptable pour le producteur et le prix effectivement constaté sur le marché, ça détermine un surplus. Vous faites comme tout à l'heure pour le graphique précédent, ce raisonnement-là sur chacune des quantités présentes ici. Vous allez faire une infinité de verticales qui vont petit à petit tracer
la surface du triangle A qui est ici. Donc le surplus du producteur, c'est le triangle A qui est ici. Pour le calculer, on peut faire un triangle, une formule de triangle, ce qui est toujours la moitié d'un rectangle qui serait ici. Hein. Donc on a la longueur de ce truc-là, ça fait 40 000, ça on connaît. Et puis ici, c'est l'écart entre le prix du producteur, le prix du marché, pardon, pour que ça reste positif, le prix du marché moins le prix du producteur va nous donner cette hauteur-là, ici. Par conséquent, on sait calculer ce grand rectangle-là, vous divisez par 2, vous obtenez la surface du triangle. Si jamais on n'a pas une droite ici, mais on a une courbe, il faudra passer par une intégrale. Donc on commence par calculer la surface du rectangle qui est ici. Ça on sait faire, on a toutes les données, c'est le rectangle 0, 30 000, 40 000. Hein, donc on sait calculer cette longueur-là, 30 000 moins 0, celle-ci, 40 000 moins 0, et ça nous donne tout le rectangle. Ensuite, il faut enlever la partie B, et donc la partie B, c'est l'intégrale de la fonction d'offre. Hein, donc c'est un calcul d'intégrale qui va nous donner la surface qui est ici, et le grand rectangle moins la surface qui est sous le trait bleu, ça va bien nous laisser le triangle qui est ici. Dernier point, ici, ça a un nom, ça s'appelle la disposition marginale à recevoir. Donc c'est le prix minimum que l'entrepreneur est prêt à accepter, et ce prix minimum s'appelle la disposition marginale à recevoir. Alors on va maintenant on va maintenant mettre de côté un petit peu le producteur et on va se focaliser sur les échanges entre les consommateurs. Ces échanges entre consommateurs, on peut les représenter dans un schéma qui s'appelle la boîte d'Edgeworth, qui est à l'écran. Alors, cette boîte d'Edgeworth, en fait, vous la reconnaissez, puisqu'en fait, il s'agit de deux repères de consommation pour deux agents qui consomment des biens X1 et des biens X2, mais ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc ici, on a un premier repère pour tracer la carte d'indifférence d'un individu A. Et donc il va consommer du bien X1 et du bien X2. Donc X1A désigne la quantité de bien 1 consommée par l'agent 1A, et X2A, c'est la quantité de bien 2 consommée par l'agent A. On veut prendre la même chose, mais pour un consommateur B. Et pour pouvoir les mettre sur le même schéma, en fait, je ne sais pas comment faire le dessin, vous le prenez et vous le permutez. Et donc ici, vous avez 0 et cet axe qui se lie dans ce sens-là, et cet axe qui se lie dans ce sens-là. Donc ici, cet axe-là qui paraît logique parce qu'il est à l'endroit pour nous, en fait, sont symétriques, part d'ici et il est là pour l'agent B. Donc ici, c'est la quantité, on va lire sur cet axe-là, la quantité de bien 1 consommée par l'agent B. Et puis sur cet axe-là, qui part de 0 ici et qui va vers plus l'infini ici, on lira la quantité de bien 2 consommée par l'agent B. Et on a un schéma qui s'appelle la boîte d'Edgeworth. Alors dans cette boîte d'Edgeworth, on peut faire apparaître les dotations initiales dans les premiers exercices qu'on va faire. Eh bien, on va considérer qu'il n'y a pas de producteur. S'il n'y a pas de producteur, il faut quand même travailler à partir de données. Et donc, on va supposer qu'il y a une dotation initiale. Alors, les dotations initiales, ça peut être Koh-Lanta et puis chacun qui a été chercher dans son île, dans le coin de son île, quelques ressources. Ça peut être un héritage. Ça peut être des héritages qui sont transmis des parents vers les enfants. Et donc, on a bien une dotation initiale. L'individu n'a pas travaillé pour les obtenir, mais il part avec un certain nombre de dotations. Quelques caractéristiques de ces dotations. Alors en fait, ici, là, sur cette longueur-là, on va faire apparaître la totalité du bien 1 disponible dans l'économie. Donc ici, on a 0, ici, on a un certain nombre, et ça nous donne le nombre de biens disponibles dans l'économie. Ces biens sont répartis forcément entre l'agent A et l'agent B. Ce qui n'est pas possédé par A est forcément possédé par B. Il n'y a pas de choses qui sont détenues par personne. Donc, ici, là, cette longueur-là, ça représente en fait la quantité de bien 1 détenue par l'agent A.
Et donc, cette quantité, on va l'appeler oméga. Donc ici, on a oméga 1A, c'est la quantité de biens détenue par l'agent A, la quantité de biens 1 détenue par l'agent A. Si cette longueur-là, c'est la totalité de ce qui existe dans l'économie considérée, et que cette longueur-là, c'est ce qui est détenu par l'agent 1, forcément, ce qui reste là, c'est ce qui est détenu par l'agent B. Et donc ça, on ne va pas le faire apparaître sur cet axe-là, on va le faire apparaître sur les axes de l'agent B. Donc vous partez de 0, on vient jusqu'ici, et ça, c'est la quantité de bien 1 détenue par l'agent B, et qui se lit sur ce côté-là, d'où ma petite flèche sur le schéma. On voit bien que cette longueur-là, qui est la même que celle-là, plus celle-ci, ça fait bien la longueur totale de ce qui est disponible dans l'économie. Même lecture pour les biens de type 2. Donc ici, on a la totalité des biens de type 2 disponibles dans l'économie. Cette longueur-là représente ce qui est possédé par l'agent 1 en biens, excusez-moi, cette longueur-là représente ce qui est détenu en bien 2 par l'agent A, et donc cette longueur-là, c'est en fait ce qui est détenu en bien 2 par l'agent B. On ne va pas le faire apparaître ici, en fait, on va le lire ici sur cet axe-là, on part de 0, et on va jusque-là, et on lira la quantité de bien 2 détenue par l'agent B. Voilà pour la construction et la compréhension de la boîte d'Edgeworth. Dans cette boîte d'Edgeworth, on va faire apparaître les cartes d'indifférence. Donc on va commencer par l'agent qui est dans le bon sens de lecture pour nous, à savoir l'agent noir ici. On voit qu'on a toujours son axe et on a les courbes d'indifférence de cet agent qui vont apparaître. Plus on sera en haut à droite et plus on aura des courbes d'indifférence qui représentent des niveaux d'utilité élevés. On représente maintenant la carte d'indifférence des agents de l'agent rouge. Donc l'agent rouge, il est à l'envers pour nous, mais donc il a son axe qui est représenté ici. Par conséquent, comme il est à l'envers, ses courbes sont à l'envers aussi. Plus on a une courbe qui est proche de l'origine pour lui, eh bien plus on a une utilité qui est faible, et plus on a des courbes d'indifférence rouges qui sont vers en bas à gauche pour nous, eh bien plus on aura des niveaux d'utilité qui sont grands. L'apparition, le tracé de nos cartes d'indifférence fait apparaître un espèce de ballon de rugby, ça. Alors on en a une infinité, hein. Là il y en a 1, 2, mais si j'avais continué, 3, 4, enfin bref, il y en a dans la réalité une infinité. Pour réfléchir, on va en isoler un et on va réfléchir un peu ensemble à ce que ça veut dire. Alors en fait, les équilibres sur cette représentation-là sont les extrémités du ballon de rugby ou du poisson, ou je ne sais pas comment on peut appeler ce truc-là, de cette forme-là en tout cas. C'est-à-dire ce point-là, ou ce point-là. C'est l'endroit où les courbes d'indifférence se coupent. Les équilibres qui vont arriver sur le marché sont ceux-là. Néanmoins, on sait une chose en économie, c'est qu'on va rechercher des équilibres Pareto optimal. Donc un équilibre de Pareto est un équilibre tel que on ne peut pas avantager ou améliorer la situation d'un agent économique sans dégrader celle d'un autre. Hein. Donc si vous avez 10 bonbons dans l'économie, il y a un individu qui en a 5 et un individu qui en a 5, évidemment, si vous voulez donner un 6e bonbon à un des deux, il faudra le prendre à l'autre. Donc à la fin, il y aura 6 bonbons pour l'un, 4 bonbons pour l'autre. Et donc là, on voit qu'on était avec 5-5 sur un équilibre de Pareto. On ne peut pas améliorer la situation sans dégrader celle d'un autre individu. Et nous, ce qu'on cherche en économie, c'est toujours d'être un optimum de Pareto, un équilibre de Pareto. Sinon, ça voudrait dire qu'en fait, on a des ressources qui sont mal utilisées ou non utilisées. Donc, il y a du gaspillage et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Est-ce que là, avec nos points, là, on est sur des optima de Pareto? En fait, non. Non, parce que regardez, si je laisse ma courbe rouge identique, mais que je décale la courbe noire, vers ici, par exemple, plus en haut à droite, en fait, j'ai amélioré la situation de l'agent noir, puisque c'est plus en haut à droite, et j'ai pas bougé ma courbe rouge, donc j'ai pas dégradé la situation de l'agent rouge. Donc en fait, ici, on voit qu'en augmentant l'utilité de l'agent noir, j'ai bien amélioré la situation globale, et donc ça veut dire que ça, c'est pas un équilibre de Pareto. Vous pouvez faire le raisonnement similaire, vous ne bougez pas la courbe noire et la courbe rouge, au lieu de la tracer là, vous la tracez par ici.
elle est plus loin de l'origine rouge, donc elle correspond à une utilité qui est plus grande. Et donc ça veut dire qu'on a amélioré la situation de l'agent rouge sans dégrader la situation de l'agent noir. Donc vraiment, ceci n'est pas un optimat de Pareto. Ça veut donc dire qu'on ne va pas rester à ces équilibres-là. Celui-ci et celui-ci sont des équilibres possibles, mais en fait, on ne va pas rester à cet équilibre-là. Ce qu'on va chercher, c'est l'équilibre Pareto optimal. Et cet équilibre Pareto optimal, ben en fait, il va ressembler à ça. Vous voyez qu'ici, j'ai fait grimper un petit peu l'utilité de l'agent rouge, donc je me suis éloigné de l'origine pour lui. J'ai fait grimper un petit peu l'utilité de l'agent noir, puisque je me suis éloigné de l'origine pour lui. Et là, j'ai trouvé un point où j'ai bien un point de séquence entre mes deux courbes d'indifférence, donc c'est bien un équilibre, mais j'ai aucun moyen d'améliorer la situation de l'un sans dégrader la situation de l'autre. Si je veux que la courbe noire là, soit ici, il faut que je ramène la courbe rouge plus proche de l'origine, autrement dit que je dégrade la situation de l'agent rouge. Alors ici j'en ai tracé un, mais vous voyez bien qu'en fait vous pouvez faire, selon les formes des cartes d'indifférence des deux agents, n'importe quel point à l'intérieur de ce ballon de rugby aurait pu être atteint. Hein. Donc cette zone, ça s'appelle la zone des avantages mutuels. On sait que si on a cette situation-là initialement, on pourrait imaginer que l'équilibre est soit ce point-là, soit ce point-là. Ça ne va pas être l'équilibre qu'on va essayer de conserver. Si jamais on était maintenu à cet équilibre, il faudrait faire une politique économique pour obtenir un autre équilibre qui serait lui à l'intérieur de la zone d'avantage mutuel. Et puis éventuellement, le marché est censé faire en sorte que par des interactions entre les agents, ils évoluent naturellement vers un autre point d'équilibre à l'intérieur de la zone d'avantage mutuel. Qu'est-ce qui va contraindre nos agents? Eh bien, c'est la contrainte de budget. Alors, la contrainte de budget, ici, on a un schéma dans lequel elle apparaît sous cette forme de droite verte. Vous avez l'habitude de la voir avec un point de séquence sur chacun des deux axes. Donc, en fait, vous avez l'habitude de voir, si j'oublie, vous faites abstraction du rouge, là, vous ne gardez que l'axe en noir. En fait, ici, là, notre contrainte va bien taper contre l'axe. Mais ici, il faudrait prolonger ce trait vert pour qu'il vienne ici taper dans l'axe, hein, et on aurait notre triangle de consommation tel qu'on a pu le voir dans l'étude du consommateur. Pour l'agent rouge, c'est pareil mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici on a les axes et il faudrait prolonger ce trait vert jusque par ici et puis l'axe par ici pour que le trait vert vienne toucher le deuxième axe. On n'a pas besoin de ces morceaux-là pour réfléchir, donc ils ne sont pas tracés dans le schéma qui est sous nos yeux. On retrouve la même chose que ce qu'on a vu précédemment, dans les schémas précédents, on a juste rajouté la contrainte budgétaire. Alors vous allez peut-être vous dire, j'ai deux agents et j'ai qu'un trait vert. Oui, parce qu'en fait, les quantités les disponibles dans l'économie étant réparties en totalité entre l'agent 1A et l'agent B, eh bien, on va voir qu'il y a en fait une superposition des quantités consommées. Donc pour chaque point du trait vert, eh bien, si l'individu 1 consomme cette quantité-là de bien 1, eh bien, cette quantité-là de bien 2 sera consommée par l'individu B. Et donc, on va avoir en fait mécaniquement une superposition des deux contraintes de budget. Donc, en fait, ce n'est pas qu'il n'y a qu'une contrainte de budget, c'est qu'il y en a bien deux, mais elles sont superposées et représentées ici par le trait vert, par la droite verte. Voilà, donc on voit qu'on a réintégré la contrainte de budget comme on savait le faire, sauf qu'au lieu d'en avoir une, on en a deux. Et si on met tout ensemble, à quoi ça ressemble l'équilibre général? Eh bien, on a dit que n'importe quel point de la zone d'avantage mutuel pouvait être obtenu et être un optimat de Pareto. Oui, mais pas tout à fait, puisqu'en fait, il faut, certes, la zone des avantages mutuels n'est définie que par les cartes de préférence, donc par les préférences des consommateurs. Mais les consommateurs sont contraints par leurs contraintes de budget. Et donc, si on trace la contrainte de budget en plus des cartes d'indifférence, on s'aperçoit que la contrainte de budget va passer dans la zone d'avantage mutuel. Et en fait, seuls les points qui sont sur la courbe, la droite de budget et qui sont sur un point de tangence entre les cartes d'indifférence ne sont valables. Donc, pour être un équilibre général, il faut simultanément que le point, les quantités de bien 1 et de bien 2 consommées respectent la contrainte de budget, donc il faut que les points soient sur le trait vert, et il faut que ça soit un point de tangence entre les cartes d'indifférence des deux agents.
Quand on a respecté toutes ces contraintes, on a trouvé l'équilibre général de l'économie.